Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, c'est la trêve et comme de coutume nous vous présentons le bilan des 4 premiers mois. Aujourd'hui avec Nico, Aristipe et Feli, salut à vous. Ciao. Salut. Commençons avec Feli par le bilan général de ce début de saison avec le rappel des chiffres, des hauts et des bas. Alors, les chiffres. Donc, quand on regarde un petit peu ce qu'on a fait sur cette moitié de saison, on voit qu'on est deuxième avec 42 points, à 8 points de la cinquième place. 42 points cette saison, donc c'est un point de moins seulement que la saison dernière. Mais quand on regarde au niveau du ressenti, c'est complètement autre chose. Et c'est légitime, puisqu'on sent cette saison qu'on est quand même moins fort en championnat en tout cas que la saison dernière. Moi, j'ai noté vraiment trois temps dans ce championnat. D'abord, un premier temps, disons de septembre à octobre, où on était de septembre à octobre, où on était vraiment très fort et on gagnait avec puissance et ont été premiers du championnat et premiers légitimes. Ensuite, du mois d'octobre au mois de novembre, où on sortait une perte de vitesse aussi liée aux blessures. Et même si on continuait quand même à gagner et à engranger les points. Et puis enfin, une période de, disons, mi-novembre, décembre, où une période a commencé à flancher, à craquer et à perdre à plusieurs reprises, hein, trois défaites qui viennent à ce moment-là. Donc ça, c'est pour le championnat. Et en ce qui concerne la Ligue des Champions, bon, on a été quatrième de ce groupe-là avec 4 petits points engrangés. Finalement, quand on prend du recul, c'est assez logique face aux concurrents. Ça a été dit la semaine dernière dans le précédent Casa Milan. Porto est une équipe solide en Ligue des Champions. Atlético aussi a une grande expérience. Et puis Liverpool est sans doute là où une des deux meilleures équipes d'Europe actuelles. Donc finalement cette élimination en Ligue des Champions, cette dernière place, est plutôt logique. Ceci Après dit, 4 moi, ce que journées je on faisait pas les notais, malins quand même, hein, parce qu'on avait 0 points, il a fallu attendre les dernières journées pour en marquer, c'est vrai qu'on souhaitait au moins ne pas finir à 0 points. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai plutôt noté, et c'est vrai que après, il faut pas oublier que on a aussi le ressenti des derniers mois qui sont plutôt négatifs. Mais j'ai quand même noté que c'est une moitié de saison frustrante et pour 4 raisons. D'abord frustrante parce que après un gros début de saison, on flanche. On flanche quand même beaucoup. On avait beaucoup d'avance sur les places européennes et finalement là, on est en train de perdre un petit peu cette avance. Frustrante aussi parce que les résultats en Ligue des Champions ont été assez décevants, même si bon, si on était réaliste, on savait dès le début que ça allait être compliqué. Frustrante parce qu'il y a eu un manque d'ambition du club et du mercato. Et frustrante aussi et surtout à cause des blessures qui ont pourri littéralement notre moitié de saison et qui est directement en lien avec l'effondrement de nos résultats ces dernières semaines. Et avec ça aussi l'impression que certains joueurs ne progressent plus beaucoup. Par exemple, je pense à Benacer, à Kessié ou à Hernandez. Et aussi plus récemment, j'ai l'impression qu'on ressent aussi une moins bonne atmosphère au sein du club par rapport à la saison dernière. Alors certes, c'est logique, hein, la saison dernière, en même temps, on était champion d'hiver. Là, on a qu'un point de moins, certes, mais on est quand même deuxième et on sent que ça ne part pas forcément dans le bon sens, notamment en termes de jeu. Ah merci pour ce panorama Ce- très complet et bien organisé, hein, on sent que tu maîtrises l'art de la dissertation. Nico, moi la première question que j'ai envie de te poser est la suivante. As-tu pris du plaisir devant les prestations milanistes depuis 4 mois? En début, comme a dit Feli, en début de saison, bien sûr. C'est vrai que le mois de décembre a été très compliqué. Le mois de novembre, je crois que c'est au mois de novembre qu'on commence à lâcher quelques points. Mais bon, après, quand tu vois tous les blessés qu'on a, et comme a dit Feli, un groupe, quoi qu'il arrive, déjà, la Ligue des Champions, ça puise plus de ressources que l'Europa League. Et en plus, dans un groupe dans lequel on avait, c'est très, très compliqué. Il faut quand même pas oublier qu'on n'a pas été épargné par les blessures. Vous en avez parlé lors de la dernière émission. Ibra n'a joué qu'un seul match titulaire en Ligue des Champions, c'était le dernier contre Liverpool. Donc quand même notre attaquant phare, même s'il a 40 ans, on n'a joué qu'un match quand même de Ligue des Champions en tant que titulaire. Quoi d'autre à dire? Les blessures, c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand tu peux pas faire tourner, tu as les mêmes joueurs qui jouent sans cesse. T'enchaînes tous les 3 jours avec la Ligue des Champions et des matchs de très haut niveau. À la fin, moi j'ai l'impression, en tout cas sur ce mois de décembre, qu'il y avait plus d'énergie dans le moteur, qu'il y avait plus d'essence dans le moteur. C'est pour ça que la trêve, je pense qu'elle arrive vraiment au bon moment pour Milan. Pouvoir recharger les batteries, pouvoir récupérer les blessés pour le mois de janvier. 42 points, comme a dit Feli, c'est énorme. À l'époque, l'année où on a été champion, on tournait à ce rythme-là, avec un autre effectif.
faut pas enlever le mérite à l'Inter quand même, qui fait aussi un parcours de mi-saison incroyable. On est deuxième. L'objectif principal, c'était les 4 premières places. C'est vrai que c'est un peu frustrant parce que dès que les joueurs ont parlé de Scudetto, ben, c'est là où est venu malheureusement les premiers résultats négatifs et l'enchaînement de résultats négatifs. Mais bon, aujourd'hui, en Europe, à part Manchester City et Liverpool et le Bayern de Munich, qui sont des équipes où on sait qui imposent leur jeu et qu'on sait que toute la saison va jouer à un niveau important, même avec des blessés. Aujourd'hui, quel club en Europe peut se permettre d'avoir le même niveau et tenir un très haut niveau de jeu comme on a pu l'avoir en septembre au mois d'octobre, surtout avec un effectif qui au final, on s'est peut-être emballé, moi le premier en début de saison, en pensant qu'il y avait un petit peu de banc, mais en fait il y a pas de banc, on l'a vu dès qu'il y a des blessés, il n'y a pas de banc, on voit la différence entre les remplaçants et les titulaires. Et ben, aujourd'hui malheureusement, et le match par exemple entre Milan et le Napoli, on a été premier match où j'ai pu enfin retourner au stade après le Covid. J'avais coché ce match en disant je vais voir une grosse affiche entre le deuxième et le troisième de Serie A. Ça a accouché d'une souris. On a vu deux équipes avec 5-6 joueurs titulaires en moins dans l'équipe, avec des remplaçants, et un match de piètre qualité. Pourtant, c'était deux équipes qui ont, entre septembre, octobre, voire novembre, Milan comme le Napoli, ont régalé en Italie en termes de jeu. Alors Aristide doit être le participant le plus régulier à l'émission depuis cet été et a donc une vision d'ensemble assez complète, à la fois sur ce qui s'est passé sur le terrain, mais aussi sur les points saillants évoqués, martelés par chacun dans l'émission chaque semaine. Aristide, c'est à toi. Oui, alors difficile de rebondir sur ce qu'ont dit mes camarades puisque ça me semble très complet. Effectivement, moi je vois une partie, alors peut-être pas en 3 temps comme dit Feli, mais 2 temps effectivement, 2 mois où on a très bien joué au football et on gagnait, et 2 mois où on a moins bien joué globalement et puis on ne gagnait plus. Et effectivement, je rebondis sur ce que dit Nico, c'est très juste. C'est vrai qu'aujourd'hui, à part 3-4 équipes, grand maximum, il y a personne qui peut jouer un football alléchant, imposer son jeu toute l'année. Il y a toujours des phases. Regarde ce qui se passe au Paris Saint-Germain, où finalement il y a pas de jeu, malgré toutes leurs stars. Il y a aucun jeu depuis quelques années déjà. Hein, ça date pas d'hier. Donc voilà. Mais bon, après le Paris Saint-Germain, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que c'est quand même assez spécial. Mais c'est vrai que bon voilà, aujourd'hui, quand tu regardes la qualité de l'effectif, que ce soit les titulaires, même les remplaçants, tu te dis que Pioli fait le maximum, je trouve, avec cet effectif-là. Il peut pas tirer mieux parce que pour moi, même la Juventus a un effectif plus fourni que le nôtre, comme l'Atalanta, comme le Napoli. Pourtant, aujourd'hui, on est devant eux au championnat, quoi. Donc voilà, Pioli fait vraiment le maximum. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus la tendance, parce qu'effectivement, comme l'ont rappelé mes camarades, 42 points, c'est très bien. 13 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Bilan positif, on est à plus 4. Hein. 1 point de moins que l'année dernière où on était champion d'hiver, il faut le rappeler effectivement. Après, c'est la tendance. Hein. Sur les 7-8 derniers matchs, finalement, t'as que 2 victoires. T'as quand même 3 défaites assez importantes. T'as plus de jeu. Même face à Empoli, tu prends le bouillon, on en a parlé, Sans 80% oublier du le nul à match. Udine in extremis arraché par Zlatan. Oui, c'est vrai, où finalement on a fait, je crois que c'était notre seul tir cadré du match, hein, si je me trompe pas, le tir de Zlatan qui a Ouais, il fini me au fond. semble, ouais. Donc à la 90e minute, en effet. Ouais, c'est plus la tendance, moi, qui m'inquiète, et puis voilà, c'est là où ce qu'on s'est dit la dernière fois, c'est que janvier sera déterminant pour voir si on regarde plutôt en avant ou plutôt derrière nous. Réaction de Feli. Oui, pour parler de cette tendance-là, c'est pas que j'avais oublié de le dire dans la présentation, mais c'est pas que forcément qu'un ressenti parce que quand on s'intéresse un petit peu aux expected points et aux expected goals, j'ai regardé le classement et on a 10 points de plus que ce qu'on devrait avoir. C'est-à-dire que cette saison, on a quand même été assez chanceux à la fois devant nos buts et devant les buts adverses. On a été plutôt réaliste et on a plutôt eu de la chance sur les occasions adverses, si on regarde le tableau d'expected points. Donc, c'est pas que un ressenti, c'est vraiment quelque chose d'assez concret finalement, notre perte de poids dans le jeu et notre perte de vitesse. Ceci dit, et comme l'a rappelé Nico, c'est vrai qu'il faut relativiser parce que on est quand même en très bonne position pour finir dans le top 4, qui est l'objectif affiché du club et qui est selon moi l'objectif réaliste, alors qu'on a eu ce mercato catastrophique et un nombre assez scandaleux de blessures. Donc il faut quand même féliciter et tirer son chapeau à Pioli, qui réussit à tirer un maximum de ce qu'il peut de cet effectif-là. Et moi, je suis même pas complètement d'accord avec le fait qu'on n'a pas de banc. Je ne trouve pas qu'on n'a pas de banc parce que quand on regarde un petit peu, on voit qu'au milieu de terrain, on a le choix entre 3 joueurs qui sont
assez forts, Pioli, qui sont Benasser, Tonali, Kessié. Pareil en défense centrale, on a Kajer, Tomori, Romagnoli. En latéraux, on a Kaloulou qui remplace Calabria. Devant, on a Rebic et Leao qui se disputent un même poste. Mais même Giroud Florenzi qui est pas mal depuis 2 matchs. Hein. Même Florenzi qui est pas mal. Donc, c'est pas qu'on n'a pas de banc, c'est que finalement, avec cet effectif, le nombre de blessés qu'il y a, c'est même pas un banc qu'il nous faut. C'est pas une équipe B qu'il nous faut, c'est une équipe C qu'il nous faut. Parce que vu le nombre de blessures qu'on a, il faut penser à avoir un effectif, moi je sais pas, de 30 joueurs plutôt bon parce que on s'en sort pas sinon. Et c'est pour ça que bon après, c'est vrai que sur certains postes, notamment on pense à l'arrière gauche, à l'arrière à l'attaquant droit, au milieu offensif, on n'a pas d'alternative au titulaire. Mais sinon, je trouve que l'effectif est globalement plutôt bien construit. C'est juste qu'il y a vraiment trop de blessures et c'est ça qui vraiment pourrit la saison. Nouvelle réaction de Nico. Oui, moi c'est par rapport à ce qu'a dit Feli concernant les expected goals, les expected points, c'est une nouvelle stat un petit peu à la mode que beaucoup de monde aime dire. Moi, le truc où j'ai un peu de mal avec ça, j'étais pas au courant de la stat qu'a balancé Feli. Mais bon, récemment, le match à Naples, pour moi, ça doit être un point de plus. Si tu prends aussi ce genre de choses, il y a le poteau à la dernière minute quand même contre l'Inter, je veux dire, de Saelemaekers. Et après, si on prend par exemple 2 résultats où on a fait match nul et on a perdu, l'Udinese, on prend quand même un but sur une erreur. Une erreur. Après, c'est le but c'est le football qui est comme ça, c'est exploiter les erreurs adverses. Mais on prend un but quand même sur une grossière erreur de Benasser, je crois, qui perd le ballon. Romagnoli, je sais plus. Je veux dire, sinon, l'Udinese ne fait pas grand-chose du match en termes d'occasion, et on fait un partout. Il y a le match contre Sassuolo, même si on est surclassé en termes de jeu, on prend quand même. Il y a 2 ou 3 erreurs individuelles qui coûtent un but à chaque fois. Donc, c'est quand même des choses qui me font dire que moi, j'ai pas, en tout cas en tête, des matchs que Milan a gagné où on aurait mérité de ne pas les gagner. Par exemple, vous avez parlé de l'émission contre Empoli, vous savez, on n'a pas fait un grand match et le score est peut-être flatteur pour le Milan. Mais dans l'ensemble, quand même, Milan a quand même mérité, quand même, selon moi, je prends ce match-là, qui est tout récent, a mérité de gagner. Il y avait eu l'occasion de Romagnoli sur la ligne en fin de première mi-temps qui tire en touche. Il y a la barre de Romagnoli aussi à la fin. Bon, Empoli aussi a fait toucher la barre en cours de match. Mais Milan a quand même eu plus d'occasions, selon moi, dans ce match, en tout cas dangereuses qu'Empoli. Et de septembre à octobre, je me rappelle avoir vraiment que Milan a roulé quand même sur la Serie A. On a commencé à avoir les premières difficultés au mois de novembre, mais dès qu'on a eu les difficultés, on a commencé à ne plus gagner. Enfin, moi, j'ai souvenir qu'on a commencé à ne plus gagner. Donc, j'ai pas l'impression, en tout cas, qu'on ait volé 10 points. Bah là où tu as raison, en tout cas, c'est sur les occasions dangereuses. C'est vrai que Milan est souvent plus concret, Milan met plus en difficulté le gardien adverse, parce que nos adversaires s'approchent de nos buts, entrent dans la surface parfois régulièrement, mais finalement Maignan a très peu d'arrêts à faire. Il y a très peu d'occasions franches, je trouve, du côté de nos adversaires. On a souvent ce débat avec Aristide qui a l'impression parfois qu'on est dominé, mais on est dominé jusque les 20 derniers mètres, et finalement les défenseurs finissent toujours par intervenir. Parfois c'est in extremis, parfois c'est contré par le dos d'un adversaire, on est assez surpris. Mais il y a quand même quelques matchs, moi, où j'ai eu le sentiment qu'on gagnait de justesse. J'ai trouvé ça assez poussif et s'il y avait eu le match nul, c'était pas forcément volé. Mais enfin, on va peut-être passer au tableau d'honneur avec le top 3 d'Aristide. Alors, le top 3, j'ai mis en 3e position de ce top Sandro Tonali. Sandro Tonali parce qu'il a fait d'énormes progrès depuis l'année dernière. Surtout des progrès mentaux finalement, plus que technique et physique, quoique physique un peu, mais techniquement, bon, il était déjà très propre l'année dernière, mais moi je lui reprochais de ne pas assez se montrer, donc j'étais vraiment sur ma faim, et pour moi l'année dernière c'était pas une bonne saison de Tonali, sans pour autant être mauvaise. Cette année, alors pareil, il y a eu 2 temps dans sa demi-saison, il y a eu 2 temps, il y a eu pour moi jusqu'à disons fin novembre, même début décembre, où il a été le meilleur ou l'un des meilleurs, ou peut-être même le meilleur Milanais, le plus régulier et même le meilleur joueur de Serie A d'après la Gazzetta, je le rappelle, parce qu'il est MVP. Oui, excuse-moi de te couper, mais je l'ai dit cette semaine, donc c'est bien que je le dise aussi pour la spéciale, pour faire la synthèse, et tu reprends la parole après bien sûr. Tonali c'est MVP en septembre et en novembre, et donc premier des pagelle de la Gazzetta, et c'est pas rien pour un joueur de 21 ans dans une équipe étrangère, et c'est surtout une aisance et une assurance technique comme on voit peu du côté de Milan depuis des années. C'est vrai qu'il est très juste dans le jeu court comme dans le jeu long, et physiquement il s'impose avec ou sans ballon, donc là encore pour son âge c'est très fort. Alors après je suis d'accord avec toi, on attend beaucoup plus de projection vers l'avant, toujours plus de verticalité, d'audace et surtout des frappes, mais nul doute que ça finira par venir. Et d'ailleurs on l'a vu sur plusieurs matchs cette saison, donc c'est un joueur en devenir que le premier quotidien sportif d'Italie place déjà en tête de son classement, donc je suis obligé de le saluer. Oui, c'est bien qu'il soit dans ton top. Oui, tout à fait. Après je l'ai mis 3e parce que justement tu vois, je trouve que depuis novembre il est rentré, ce qu'on disait la dernière fois, il est rentré un peu dans le rang.
Voilà, il symbolise un peu aussi notre baisse de régime en novembre et je l'ai trouvé un peu plus timide. J'ai retrouvé parfois le Tonali de l'année dernière qui effectivement faisait des bonnes choses mais faisait pas assez. Et je le mets que, entre parenthèses, troisième. Mais en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. Il est encore très jeune, il a bien progressé et je pense qu'il progressera, j'en suis sûr, à l'avenir et très rapidement. Seconde place, j'ai mis Mike Maignan. Mike Maignan, parce que déjà pour moi c'est notre meilleur recrue et largement du mercato, notre seule vraiment recrue finalement satisfaisante, et de deux parce qu'effectivement comme tu dis, alors je suis pas totalement d'accord quand tu dis qu'il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire récemment, effectivement récemment tu as l'impression Oui, je parle des que derniers matchs là. oui, effectivement, récemment, je suis d'accord avec toi. Bah, depuis son retour de blessure, je suis totalement d'accord sur le fait que on concède 2-3 actions et on se prend 1 ou 2 buts. Donc finalement, il a très peu de parades à faire. Cependant, faut pas oublier que jusqu'à fin octobre, jusqu'à sa blessure, il nous rapportait de gros points parce qu'il faisait de très gros arrêts. Il était vraiment incroyable, vraiment une vraie satisfaction. Alors après, il a eu la blessure. Après, bon voilà, il revient de blessure, mais faut quand même saluer Mac Maignan en ce début Et de son saison jeu au parce qu'il m'a pied, fait son jeu au et son pied jeu au pied qui est extraordinaire. extraordinaire. Ah oui, extraordinaire, rien à voir avec Donnarumma. Tu te rappelles, on parlait de Donnarumma qui s'était amélioré certes en jeu Absolument. au pied, mais il s'était amélioré. Mais c'est vrai que c'est là que je me rends compte qu'est-ce qu'un bon gardien avec un très bon jeu au pied avec Mac Maignan parce que je me rendais pas vraiment compte avec Donnarumma. Je voyais qu'il s'était amélioré, mais là je vois vraiment une différence, un palier supérieur avec Maignan sur le jeu au pied, indéniable. Et donc voilà, Maignan très bien, il nous a rapporté beaucoup de points en début de saison avec beaucoup d'arrêts. Et enfin, le premier, malheureusement, la saison est terminée pour lui, c'est Simon Kier qui a encore été exemplaire sur le terrain, en dehors. Voilà, pour moi, je le mettais tout le temps, comme tu le dis, MJ, je suis souvent à Casa Milan toutes les semaines, et pour moi, il était dans mon top régulier à chaque fois, premier ou deuxième. Donc voilà, malheureusement, il s'est blessé il y a quelques matchs, mais pour moi, c'était encore le joueur, une fois n'est pas coutume, le plus régulier, le plus rassurant et le plus fort cette saison. Feli. Quelques petites mentions honorables avant de commencer le top. D'abord, moi, j'ai mis en mention honorable Rebic et Kier. Kier que je n'ai pas mis dans mon top 3, mais qui, pour moi, ces deux joueurs-là sont vraiment l'âme de notre équipe. Leurs blessures respectives ont fait beaucoup de mal à notre jeune groupe. Et j'ai hâte de retrouver Rebic plus prochainement, alors que Kier, ce sera un peu plus longtemps. Mais pour moi, c'est vraiment les deux joueurs qui symbolisent un peu l'âme et l'esprit de notre groupe. Voilà. Mais en troisième position, je rejoins Aristip en rajoutant Léao. Je mets Tonali et Léao sur la même place au podium, en troisième place, ce sont pour moi les deux joueurs qui ont le plus progressé par rapport à la saison dernière. Je parlais tout à l'heure de joueurs qui n'avaient pas progressé, eux c'est l'inverse, c'est les joueurs qui ont le plus progressé. Tonali qui fait, comme a dit Aristip, un superbe deux premiers mois. Il a eu son petit coup de mou, comme le reste de l'équipe, mais je n'oublie pas ces premiers mois qui ont été vraiment excellents. Et Léao qui s'est vraiment transformé, surtout en termes de mentalité, et puis arrive à faire ce qu'il fait de mieux et de bonne façon. C'est-à-dire qu'il a un superbe coup de rein et il fait assez souvent la même chose finalement, mais ça passe à chaque fois. Et il a une vitesse et un Robben a dribble fait qui sa sont carrière assez comme ça. phénoménaux. Hein. Oui, voilà, mais alors il doit juste apprendre à être un peu plus décisif au sein d'un match, mais je pense qu'il a vraiment un très haut potentiel, à l'instar de Tonali. Hein. Pour moi, c'est vraiment nos deux joueurs avec le plus de potentiel, et l'Italien doit juste se montrer un peu plus constant au sein des matchs, mais pour moi, c'est vraiment nos deux pépites. En deuxième position, je rejoins Aristip également, Maignan, et je veux juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Aristip, c'est vraiment l'aura que dégage un petit peu ce joueur. J'ai l'impression qu'il est vraiment très investi dans le club et on voit qu'il a tout de suite pris le leadership dans la surface et on sent la différence quand Tatarusanu était là entre un joueur qui est présent vocalement dans sa surface et un joueur qui est un peu plus absent. Voilà, donc pour moi le français c'est vraiment une superbe révélation. J'avais entendu qu'il était vraiment très bon à Lille, etc. Mais je pensais pas qu'il était aussi rassurant, fort et surtout son jeu au pied. Il aurait pu avoir quelques passes décisives à son actif, hein. Mais et puis surtout le gars était censé être absent 2 mois et puis après sans doute dans la précipitation, mais on l'a fait revenir en 1 mois alors que ça devait être à la base une sérieuse blessure. Donc pour moi c'est un monstre et je suis vraiment content d'avoir ce joueur. Il remplace à merveille celui qui fait aujourd'hui banquette au PSG. Voilà. Et en première position, moi, je suis surpris qu'on n'a pas parlé, Aristide, mais pour moi, le meilleur joueur de notre année, de notre demi-saison et puis généralement de notre année 2020, c'est Tomori.
qu'on a recruté l'hiver 2021 et puis qui s'est imposé comme un des tout meilleurs défenseurs de Serie A. Moi, je trouve que ce joueur-là est assez dingue, hein. Alors oui, depuis la blessure de Kjær, je le trouve un peu moins serein et il fait quelques petites erreurs. Mais en termes de puissance, vitesse, c'est assez phénoménal. C'est comme Théo Hernandez, c'est une fusée. Et puis pareil, comme Maignan, je vois un joueur investi, sympathique, et c'est assez rare pour les joueurs anglais comme ça de s'exporter en Italie et de réussir comme ça. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce joueur. Et pour l'instant, il est encore sous les radars. Et sous-coté à l'échelle européenne, mais je doute pas que quand il sera un peu plus connu, bah, les clubs anglais voudront se l'attirer. Aristide, un petit mot sur Tomori? Oui, effectivement, un petit mot. Alors, j'aurais pu le mettre dans les tops, mais déjà, effectivement, l'émission spéciale de mi-saison de l'année dernière, j'avais mis plein de mentions honorables. Je me suis dit que j'allais quand même pas citer non plus 8 joueurs dans les tops. Mais oui, Tomori est très bon. Après, c'est vrai que depuis la blessure de Kjær, depuis qu'il a été recentré à gauche un peu de la défense, défenseur central gauche, je le trouve un peu moins impérial. Alors, il est toujours aussi impressionnant parce que comme je l'avais dit, c'est un bon joueur, donc il reste un bon joueur. Cependant, il y a un peu plus, voire beaucoup plus sur certains matchs d'erreurs que j'avais pas noté avant. Ça reste néanmoins une très bonne demi-saison de Tomori, mais je me voyais pas le mettre à la place de Maignan, de Kjær ou même de Tonali. Bah, le même de Tonali. Moi, si je faisais mon top, je mettrais Tonali premier, moi. Mais enfin bon, chacun son affaire. Nico, quel est ton top? Alors moi, pour la troisième place, j'ai longuement hésité. Je voulais mettre la doublette Leao-Rebic. Parce qu'en fait, depuis qu'ils sont pas là, moi, je truste les infos pour savoir quand est-ce qu'ils vont revenir. Et ça prouve à quel point ils manquent. Mais au final, vu qu'ils ont raté quand même pas mal de matchs, j'ai décidé de mettre pareil Maignan, moi, sur la place de numéro 3. Car mine de rien, remplacer Donnarumma, qui était là depuis pas mal d'années, qui était l'un des hommes forts, peut-être l'un des hommes, même l'homme le plus fort de ces dernières années au Milan, qui était quand même le capitaine, faut pas oublier non plus. Meilleur Qui joueur était de juste l'Euro. capitaine de cette équipe. Meilleur joueur de l'Euro, et on en passe. Bon, voilà, et tout le mal que ça a fait. Je connaissais pas, je savais que Maignan était un bon gardien. Après, j'imaginais pas un gardien de ce niveau-là, j'avoue quand même. J'avais entendu parler que ça me surprend pas, par exemple, le fait de sa reprise au niveau de la blessure. Il paraît qu'il a bossé, d'après les informations données Milan News, il bossait comme un fou pour revenir au plus vite. C'est un gardien qui a toujours dit qu'il espérait un jour être dans le top 3 mondial. Faire le maximum aujourd'hui pour enlever Lloris de sa place de numéro 1 en équipe de France. C'est vrai que pareil, on n'a jamais eu un gardien ces dernières années très bon au pied. On avait vu Donnarumma faire des efforts, mais on voit aussi aujourd'hui l'apport dans le football d'un gardien qui a un certain jeu au pied. Il y a des transversales lumineuses de sa part qui ont apporté de véritables actions dangereuses, voire même des fois des buts. C'est vraiment la première rampe de lancement, en tout cas, quand on repart de l'arrière, Et Nico, si Mike je puis me Maignan. permettre, c'est comme ça que Barthez a piqué la place de Bernard Lama juste avant la Coupe du Monde 98, parce que sur sa ligne, en ce qui concerne les parades, les réflexes et la détente, Lama était sans doute beaucoup plus fort que Barthez, mais c'est le jeu au pied qui a fait la différence pour Aimé Jacquet. Je te rends la parole. Et c'est un gars pareil qui a l'air d'avoir une excellente mentalité et qui en plus est décisif. Donc voilà, c'est mine de rien, c'était pas une mince affaire de le remplacer. Et au final, bah, le remplacement de Donnarumma s'est vraiment fait bon, voilà, dans la douleur quand il est parti, mais on l'a très rapidement oublié et tout le mérite en revient aux Français dans les cages. En numéro 2, j'ai mis Tonali pour les raisons déjà évoquées par mes compères. Franchement, un joueur complètement différent. On voit quand même pareil il a un peu plus de mal dans ce mois de décembre. Il a beaucoup joué. Je pense que même entre Kessié et Benasser, j'ai pas les chiffres, mais je pense que c'est lui qui a joué le plus des trois. Parce qu'il a énormément joué aussi en Champions League. Alors que Benasser a eu une petite période de blessure aussi. Il y avait les matchs aussi quand les deux joueurs revenaient de la sélection, de leur sélection africaine, vu que c'est des longs déplacements. Souvent c'est Tonali qui jouait. Donc un joueur, ça va lui faire du bien de se reposer et j'espère qu'on retrouvera le Tonali de septembre-octobre qui était un très très haut niveau. On Et ça, rappelle quand c'est même pas qu'il a surprenant baissé qu'il son a. salaire pour rester. Et nous, Nico, on parle souvent depuis des années de la mentalité des joueurs. On a beaucoup critiqué C'est très important. Donnarumma et d'autres. On pourrait parler de Kessié tout à l'heure éventuellement. Mais Tonali, c'est l'inverse. Et donc, ça fait plaisir. C'est très important et Romagnoli apparemment serait sur le point pareil, après les dernières informations, de renouveler son contrat. Ça pourrait être annoncé en début d'année. Et en numéro 1, Tomori, parce qu'au final c'est le joueur qui a été le plus régulier. Pareil, il a tenu un niveau jusqu'au mois de novembre très haut et là il est un petit peu descendu, mais ça reste quand même toujours très correct. Malheureusement, c'est écrit, s'il maintient un niveau comme ça, c'est un joueur qui est destiné à retourner, de toute façon il a déjà dit, hein, retourner en Angleterre, parce que il est anglais déjà, donc je pense qu'il aura envie de s'affirmer dans un grand club de son pays. Et maintenant,
Là où je me méfie toujours, moi, avec le défenseur anglais, c'est par exemple c'est Chris Smalling qui a fait pareil une première saison entière incroyable à la Roma. Et quand la Roma a fait des pieds et des mains pour payer une option d'achat qui était élevée, ils n'ont jamais revu le Chris Smalling de la première année. Donc je fais quand même très attention avec ce genre de joueurs où il y a beaucoup de choses qui sont sur le physique et pas techniquement, parce que c'est quand même parce que ses qualités physiques lui font prendre le dessus en tant que défenseur, en termes de rapidité. Après, qui fait des fois qu'il arrive à des fois à combler aussi des fois ses mauvais placements. Mais bon, pour l'instant, ça tourne bien, donc il faut le féliciter. Mais je vais pas dire que ce joueur est un futur crack. J'ai besoin d'en voir beaucoup plus pour me dire Milan, tiens, un futur crack. Je vois pas personne dépenser 60 millions pour se dire je veux absolument Tomori dans ma charnière centrale. Mais en tout cas, c'est un très bon joueur et qui semble avoir aussi pareil une très bonne mentalité, ce qui est très important aujourd'hui pour moi dans le foot actuel. Et on va rappeler que Souzo a longtemps été un futur crack dans l'esprit de certains, donc tout est possible dans le football, il faudra effectivement juger sur la durée. Roland n'est pas là, mais nous ne laissons pas pour autant tomber le flop 3, c'est Aristide qui démarre, mais qui je voudrais ajouter une petite mention à son top de tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Alors, comme j'ai dit, j'ai pas mis les mentions honorables, mais évidemment que Leao fait un bon début de saison, voire très bon à certains moments. Malheureusement, il a été pas mal blessé. Et voilà, il fallait faire des choix, comme dirait Didier Deschamps. Et du coup, je l'ai pas pu le mettre dans mon top, mais évidemment, il fait aussi un très bon début de saison. Par contre, dans le flop, effectivement, j'ai mis des mentions déshonorables. Alors, elles pourront faire crier parce que j'ai pas choisi de mettre des joueurs en qui je n'attendais rien. Je parle ou pas grand chose. Je parle notamment de Messias, T'as pas mis Ballot Touré? Ballo Touré, voire Thiemo Bakayoko. Non, j'ai mis aucun des trois parce que j'en attendais pas grand chose. Du coup, j'ai mis vraiment des joueurs qui m'ont déçu, vraiment une vraie déception ou voilà, en qui j'attendais vraiment quelque chose. J'ai mis en mention déshonorable quatrième place Cellmakers. Cellmakers, pourquoi? Parce que je trouve que voilà, ces deux trois derniers matchs qui sont plutôt bons voire très bons ne doivent pas faire oublier deux mois de errance sur le côté droit au poste de titulaire indiscutable. Il a fait un très bon début de saison en août-septembre, j'ai trouvé. Puis ensuite, octobre, novembre, décembre, jusqu'au 15 décembre, c'était mauvais voire très mauvais. Finalement, très peu de statistiques comme toujours, mais aussi je l'ai trouvé bon uniquement dans ses replis défensifs. C'est pas ce que j'attends d'un ailier. Et puis pire que ça, alors sans être non plus très mauvais, hein, c'est une mention déshonorable, c'est pas non plus dans un vrai flop, mais je trouve qu'il n'a pas progressé et je trouve même son début de saison de l'année dernière plus satisfaisant que celui-là. Donc je trouve une petite régression moi sur l'année 2020-2021. Donc voilà, mention déshonorable Cellmakers. En troisième place, là aussi ça peut faire hurler, je vais mettre Calabria. Je vais mettre Calabria parce que, alors déjà, pas mal de blessures. Donc la moitié du temps, il n'a pas joué. Et je ne l'ai pas trouvé, excepté peut-être les 4-5 premiers matchs en tant que capitaine, où je l'ai trouvé rassurant, bon. Je l'ai trouvé vraiment en difficulté ensuite, alors aussi par ses méformes et ses blessures. Mais voilà, j'ai trouvé que notamment en Ligue des Champions, il avait pris complètement l'eau. Je me rappelle, je crois que c'était face à Porto. Je me rappelle que voilà, il était souvent dans mes flops. Je le trouvais, je le trouvais à court de jus. Je le trouvais peu inspiré. Donc j'espère qu'il reviendra parce que c'est un joueur que j'ai appris à apprécier au fur et à mesure des années. Ça fait maintenant 2 ans que j'adore Calabria, mais voilà, Il était excellent la saison dernière quand même, on l'a tous mis oui. dans notre top en fin d'année. Oui, d'ailleurs, ça lui a valu d'être appelé par Mancini plusieurs fois, hein, ça c'est clair. Hein, et puis je pense qu'il le saura encore s'il retrouve son niveau de l'année dernière ou même de ce tout début de saison. D'autant qu'il est sans doute bien meilleur que Di Lorenzo. Oui, je pense. Je pense qu'il est au moins aussi bon que Di Lorenzo en effet, mais voilà, sur ce début de saison, malgré toute l'affection que je porte au joueur, je suis obligé de le mettre dans mes flops. Seconde place, alors lui, j'en attendais quelque chose. Je vous avoue que il a mis un peu de poudre aux yeux avant que tout cela redescende, mais c'est Brahim Diaz. Superbe début de saison, des passes décisives, quelques buts. Voilà, il nous a fait. Voilà, on pensait plus à Hakan Çalhanoğlu, on voulait tous qu'il parte, mais voilà, on était tellement content d'avoir enfin un 10 de haut niveau. Alors on s'est emballé tous un peu vite. On voulait que ça dure. Ça a duré 7-8 matchs, puis il y a eu cette période de Covid qui a duré peut-être 2 semaines. Ensuite il est revenu et c'était pas du tout le même joueur. Et voilà, donc d'octobre à décembre, ça a été
pour Brahim Diaz, vraiment une longue agonie de 2 mois où il a perdu son football, où il était au mieux fantomatique, au pire catastrophique. Donc voilà, moi je suis vraiment, voilà, il m'a mis de la poudre aux yeux et je suis vraiment déçu de son début de saison. J'espère qu'il reviendra pareil. Alors effectivement, il y a le Covid, tout est excusable. Finalement, il se retrouve à un poste titulaire numéro 10 alors qu'il n'a pas les capacités aussi bien aujourd'hui physiques que mentales pour l'assumer. Et ça, on le comprend tout à fait. Moi, Brahim Diaz, je lui jette pas la pierre. J'étais très content qu'il reste. Je suis toujours très content, mais je pense il doit être un remplaçant dans ce Milan-là et non pas un titulaire sur lequel le jeu repose. Et enfin, première place, là, ça peut faire hurler. Mais c'est vraiment une déception. Je vais Tu le dis à mettre chaque Théo fois en même Hernandez. temps. Ils Comment font tout sur les. Vas-y. Ouais, mais là, ouais, mais bon, tu vois, Théo Hernandez, je le mets en flop 1. Donc je sais qu'il y a de nombreux fans. Moi, je suis très content de Théo Hernandez depuis qu'il est arrivé. Mais honnêtement, son début de saison, quand tu regardes, j'ai réépluché ses matchs. Et quand tu regardes ses statistiques, le nombre de buts qu'il nous a coûté, le nombre de fois où défensivement il est dépassé, les nombres de passes D et de buts inscrits aussi, hein, parce qu'il faut le comparer là-dessus, par rapport à l'année dernière, bah, en fait, tout est en régression. Tout est en régression, il fait plus d'erreurs que l'année dernière. Il nous a coûté 3 buts, il aurait pu nous coûter bien plus de buts. On pense encore à ce qu'il fait face à l'Empoli il y a quelques jours où il se retourne 3-4 fois avant de perdre le ballon au milieu de terrain et ça a failli nous coûter un but aussi. Mais voilà, Théo Hernandez, moi je le trouve décevant et paradoxalement, c'est quand il a été appelé en équipe de France où il a été excellent, il faut bien l'avouer, que ce soit contre l'Espagne ou contre un autre club, je sais plus, il a été excellent. Et d'ailleurs, il s'est installé en tant que défenseur dans un piston, en 3-5-2, il s'est installé dans le 5 de Didier Deschamps au poste à gauche et il est titulaire indiscutable. Et puis c'est très bien. Mais paradoxalement, au Milan, c'est pas du tout ça. Dans l'attitude, je le trouve suffisant. Alors peut-être qu'il a pris un petit, je sais pas, il a accompli quelque chose avec l'équipe de France qu'il voulait depuis longtemps et j'ai envie de dire, il est un peu moins concentré, il donne un peu moins. Mais voilà, je trouve suffisant. J'ai l'impression que tout lui est dû. Dès qu'on lui fait pas la passe, il s'énerve. Il veut pas faire la passe quand un coéquipier est bien placé parce qu'il veut faire l'action tout seul. J'ai l'impression voilà, qu'on lui doit quelque chose et c'est une attitude qui m'énerve. Alors il y avait cette tendance-là l'année dernière, mais je trouve que ça a pris le pas sur ses performances cette année. Et voilà, j'espère retrouver le Théo Hernandez de l'année dernière parce que celui-là m'inquiète. Et je pense ne pas trop m'avancer en disant que Roland souscrirait sans doute à tes propos. Feli, quel est ton flop? J'ai pas eu tout le même flop, mais je voudrais juste dire justement que faire les flops, c'était particulièrement difficile parce que avec toutes les blessures qu'on a eues, les moitiés de saison jouées par-ci, les moitiés de demi-saison jouées par-là, c'était pas forcément facile de trouver des joueurs qui ont été réguliers du mauvais côté, quoi. Mais juste, moi, en motion déshonorable, moi, effectivement, j'ai mis Brahim Diaz et Théo, mais j'aimerais juste nuancer parce que moi, j'ai trouvé que leur première partie de saison était plutôt correcte, mais c'est à partir vraiment du moment où ils ont eu le Covid ensemble, tous les deux, qu'ils ont été moins bons. Donc, je ne sais pas si c'est forcément lié, mais... Il faut poser la question à Christophe Lemaître. Hein. Alors, lui, c'est le vaccin, pardon, mais après son vaccin, il courait moins vite, il a expliqué ça. Hein. Donc, parfois, la Covid, ou même, alors ça, on va me traiter de complotiste, il paraîtrait que le vaccin influe sur les performances de certains sportifs de haut niveau. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour ça que je ne l'ai pas plus haut sur le flop, mais c'est vrai que depuis le mois de septembre, enfin dès le mois d'octobre, finalement, les deux ont été très très mauvais. Théo se sauve par des statistiques plutôt alléchantes, mais sinon, c'est vrai qu'il coûte beaucoup beaucoup de buts et il fait pas mal d'erreurs, beaucoup plus prévisible que la saison dernière, et surtout, comme je l'ai dit au tout début, il ne progresse pas du tout. Donc bon, j'espère que leur trêve leur fera du bien et qu'ils vont se reprendre à partir du mois de janvier. Je ne vais pas non plus Ballo Touré et Messias dans les déceptions parce qu'on n'attend rien, donc je ne vais pas les mettre dans les flops. Mais en troisième du flop, moi je mets Olivier Giroud. Olivier Giroud parce que malgré le fait que ses statistiques ne sont pas mauvaises, 4 buts et une passe D en 10 matchs, mais je trouve que il ne montre pas ce qu'il avait montré en pré-saison cet été où je l'ai trouvé vraiment très bon. Il marquait but sur but et il avait l'air de peser sur les défenses adverses, d'être vraiment un tueur devant les cages, etc. Et là, je trouve que il se fait souvent manger au duel. Il n'est pas aussi létal que ça dans les cages. Hein. Il aurait pu marquer un but hier, il l'a pas mis. Et quand on voit qu'on a hésité cet été entre lui et Dzeko et que finalement on a vraiment voulu à tout prix avoir Giroud, et quand on regarde maintenant comment le Bosniaque s'éclate à l'Inter, on peut avoir peut-être des regrets. Et se dire que finalement celui qui était plus expérimenté en Italie aurait été le choix le plus
judicieux. En plus de ça, le Français a perdu, il a sa place en équipe de France et j'ai l'impression qu'il enchaîne pas mal les absences alors que finalement avant c'était justement un joueur qui était quasiment jamais blessé. Et bon, après il doit probablement encore s'adapter, ça reste un petit flop, mais un flop quand même. Et j'avoue que j'en attendais un peu plus. En deuxième place, je mets Bakayoko. Parce que Bakayoko, on connaît ses défauts et j'avais pas spécialement envie de le mettre dans les flops. Mais j'avoue que j'étais pas complètement contre sa venue parce que je me souvenais de ces quelques bons mois chez nous par le passé. Mais là, le gars, c'est une catastrophe ambulante. C'est simple, il coûte un but par match. Ou alors il prend un jaune et il sort à la mi-temps. À l'origine, pour moi, c'était pas forcément une mauvaise idée d'avoir un milieu remplaçant costaud pour suppléer Kessié. Mais force est de constater que le Français, mentalement, j'ai l'impression qu'il n'y est pas du tout, quoi. Et quand on pense à la Coupe d'Afrique des Nations qui va arriver là au mois de janvier, et avec les absences de Benasser et Kessié, donc par conséquent la propulsion de Bakayoko comme titulaire, ça fait peur, surtout qu'on doit affronter la Juve, l'Inter, la Roma, avec le Français comme titulaire, ça va. Et j'ai envie de dire qu'il va falloir serrer les fesses. Voilà. Et en première place, j'étais étonné non plus que tu n'as pas parlé, Aristide, mais moi en première place, je mets un duo. Comme j'avais mis un duo en troisième position de mon top, là je mets un duo à la première place de mon flop, c'est le duo Benasser-Kessié. Le duo Benasser-Kessié, les deux pour des raisons différentes, mais pour moi, c'était vraiment une des forces de notre équipe ces 2 dernières saisons, et les deux sont vraiment moins bien cette année. Kessié, la saison dernière, j'en parle même pas, c'était notre meilleur joueur, le joueur le plus régulier, et aujourd'hui, on voit à quel point il est sur cours alternatif. Un match qui peut nous marquer un doublé comme hier, enfin comme le match la dernière fois, et le match d'après, il peut te coûter un but en faisant une perte de balles stupide au milieu de terrain. Alors que c'est quelque chose qui lui arrivait plus, en tout cas qui lui arrivait pas la saison dernière. Et pas mal de ces erreurs-là ont été faites dans des gros matchs. Je pense notamment au derby, je pense au carton rouge qui prend bêtement. Alors certes, on peut débattre du carton rouge, mais contre l'Atlético Madrid, il coûte aussi le match. Voilà. Et pareil pour Benasser qui semble avoir perdu son football à plusieurs reprises. Et je pense aussi en Ligue des Champions, ses pertes de balles contre Porto, la dernière fois contre Udine. Enfin, c'est assez flagrant pour l'Algérien qui est moins étincelant, qui perd beaucoup de duels, moins d'interceptions aussi, comme l'avait dit je ne sais plus qui lors du dernier Casa Milan. Mais voilà, et c'est en toute logique qu'il a perdu sa place au profit de Tonali. Mais à mon avis, c'est sur la méforme de ce double pivot que se joue en partie la perte de notre football. Voilà. Et j'espère qu'ils pourront se reprendre à la fois Benasser comme Kessié, sans même parler évidemment du cas de la prolongation de l'Ivoirien. Oui, en sachant qu'on pourrait se demander pourquoi il est toujours sur le terrain. Alors certes, c'est le moins mauvais parmi Bakayoko et tous ceux qui peuvent le remplacer au milieu de terrain, même si Krunic est plutôt bon, mais il a un autre poste en ce moment. Mais c'est vrai que un type comme ça qui refuse de renouveler son contrat, dont on pensait même qu'il pourrait partir au mercato d'hiver, hein, parce que cette option a été évoquée, eh bien, qu'il soit titulaire inamovible comme ça, me semble un peu surprenant. Mais enfin bon, c'est un autre débat. Je vais demander à Nico de nous donner son flop. Moi, j'aurais pu, pareil, me faire le plaisir de citer Bakayoko et Giroud, comme l'a fait Feli. Juste une précision que moi, j'aimerais quand même dire quand il compare Dzeko à Giroud. Giroud est un bon joueur de foot, hein. Il a sa carrière qui parle pour lui, il est champion du monde. Mais Dzeko, c'est quand même c'est une planète au-dessus, hein. Techniquement, on parle pas des mêmes joueurs, hein. Dzeko, tu peux le remettre. S'il a envie demain, il peut se remettre en numéro 10 et il pourra créer le jeu pour l'équipe de l'Inter, il n'y aura pas de problème. Il a une qualité technique énorme, c'est une véritable tour. Et quand il a envie de courir, c'est un super joueur. Mais moi, en numéro 3, vu que citer Bakayoko et comment ça s'appelle, Giroud ou d'autres encore, hein, Messias, j'ai pas mis un joueur, j'ai mis la direction du Milan, la direction sportive. Parce que si aujourd'hui on parle que le Milan a beaucoup de mal dans cette fin de saison, enfin dans cette fin de saison, dans cette fin d'hiver, c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu de recrutement et que le recrutement pour moi a été, enfin il y a eu un recrutement, mais en tout cas il a été raté. On va les reciter. Bakayoko, moi j'ai jamais compris ce que le gars venait faire en remplacement de Pobega qui se régale du côté du Torino. Et comme a dit très bien Feli, à chaque fois qu'il rentre, c'est une bourde, hein. Franchement, il avait été meilleur lors de son premier passage chez nous. Après, là, actuellement, ça va être difficile de faire pire pour un troisième passage au cas où. On peut parler de Balo-Touré. On a l'impression que Mali s'est dit, tiens, je vais me mettre un mix de Vangioni, Mesba, Constant, Antonini, Taiwo, Ricardo Rodriguez, Diego Lactan. Rodriguez était quand même meilleur que les autres. Enfin, moins mauvais. Oui, moins mauvais. Non, mais là quand même,
franchement, Ballo Touré, c'est tout ce que je déteste dans le foot. Ça veut dire un gars qui n'a, comme pour moi, après c'est un avis, comme point fort, une vitesse de course assez hallucinante. Franchement, faut pas lui enlever ce qu'il a. Mais je veux dire, il a 2 parpaings à la place des pieds. Je suis incapable de savoir réellement. Il serait gaucher. Je suis incapable de savoir s'il est gaucher. Il a une technique de dribble qui est en face à face d'envoyer une grande passe au niveau du poteau de corner à lui tout seul et de prendre le joueur de vitesse quand même, pour ensuite faire un centre au 4e poteau. Quand Théo n'est pas là, de toute façon, on le voit. Et il n'y a que quand il joue face à des effectifs, enfin des équipes vraiment de bas de tableau, que franchement ça va, on arrive à voir que ce joueur ne soit pas un point faible pour l'équipe. Mais si c'est d'un niveau au-dessus, tout de suite on remarque la faiblesse du joueur. On peut parler quand même d'avoir pensé au futur en prenant Olivier Giroud. Alors ils ont fait les commerciaux sur ça, ils nous l'ont bien vendu. Alors peut-être que Giroud c'est le futur par rapport à un gars comme Ibrahimovic qui a 40 ans. Mais Giroud, il a quand même, au final, j'avais déjà dit, les 3 dernières années, il était remplaçant quand même. Il jouait jamais, ce joueur. Alors oui, il se blessait pas. Je sais pas c'est qui l'a dit à la dernière émission. Je crois que c'est Roland. Il se blessait pas, Giroud, avant. Mais il jouait jamais. Il pouvait pas se blesser à part à l'entraînement. Il pouvait pas se blesser. Et Giroud, ça reste un joueur de surface. Il faut lui donner des ballons dans la surface. Mais si on joue avec Giroud comme on joue avec Ibra a une qualité technique qui permet de poser le ballon, de pouvoir distribuer. Ce que Giroud n'a pas. Giroud, c'est un jeu en déviation, en une touche de balle. C'est vrai qu'il a beaucoup de mal. Je m'attendais quand même à mieux aussi. Mais Giroud, si aujourd'hui il est peut-être plus appelé en équipe de France, si Benzema, depuis qu'il a été rappelé, l'équipe de France, elle pense pas du tout à Giroud, parce qu'il y a Karim Benzema, il y a une grande différence entre Karim Benzema et Olivier Giroud. Malheureusement, c'est qu'il y a des raisons. Alors c'est certainement un super gars qui, pareil, parle déjà l'italien très rapidement, c'est très bien acclimaté au groupe, très apprécié du groupe. Ce qu'il a fait sur le but contre Empoli, c'est la qualité de Giroud. Voilà, en remise, à peser sur la défense, faire une remise pour quelqu'un derrière qui peut derrière terminer, conclure, gêner les défenses adverses, prendre des ballons de la tête. De toute façon, je crois que les 2-3 buts qu'il a mis, c'est des buts de la tête sur coup de pied arrêté. Mais malheureusement, il fait de son mieux, Giroud, et c'est pas à lui que j'ai envie de lui en vouloir, d'avoir pris un joueur de miser sur un joueur de 35 ou 36 ans. Bon, Maldini, faut pas, malgré que ça m'énerve de critiquer Maldini, il a pensé que s'il y avait un problème avec Giroud et Ibra, il y avait il y avait le petit jeune derrière, Pietro Pellegrini, qui a joué 3 matchs, comme arrête pas de le dire Aristide, sur les 4 dernières années, qui se pète dès qu'il fait une accélération. À quoi il sert? On ne sait pas. Ah, c'est vrai, on a posé cette question à plusieurs reprises. À quoi sert Pellegrini? Pourquoi recruter Pellegrini? C'est vrai que ça c'est très surprenant. Je veux dire, à quoi il sert? On ne sait pas. On a pris Messias pour 7 millions d'euros. Je crois qu'il y a une option d'achat de 7 millions d'euros. Alors, pareil, Roland n'arrête pas de le dire. L'histoire, elle est magnifique. C'est tout ce qu'on aime dans le foot. Un mec qui portait des frigos à l'âge de 22 ans en jouant au foot et qui a réussi à passer des paliers, qui a réussi en fait à Crotone, il pensait avoir touché son plafond, dire c'est bon, et là il s'est dit attends, c'est pas possible, le rêve est encore possible, il y a Milan qui m'appelle. Et ce gars-là, moi c'est ce qui m'avait choqué un peu au début, quand il a signé au Milan, il n'était pas prêt physiquement. C'est-à-dire qu'il a fallu 2 mois pour le remettre à jour pour qu'il puisse rejouer au foot. J'ai dit mais il faisait quoi à Crotone? Il était quand même sous contrat, il devait quand même s'entraîner. Donc au final, il était quoi? Il était en vacances, il faisait ce qu'il avait envie, il avait quelques kilos de trop. Il a peut-être pris un frigo sur le pied. Hein. Non mais attends, mais sincèrement, c'est dingue, le mec il a 30 ans, il y a Milan qui l'appelle, il n'est pas prêt physiquement. Je veux dire, et ça, je te rejoins MJ, on revoit plus Maldini, alors que je suis désolé, Messias, il n'a pas le niveau pour jouer au Milan AC. C'est comme Ballo Touré, il a le niveau pour jouer face à des équipes de bas de tableau. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on s'est emballé quand il a mis cette tête contre l'Atlético, qu'on s'est dit on va peut-être se qualifier grâce à un but de Messias. Le PSG à Messi, c'était le grand truc des supporters milanais, nous on a Messias. Et Messias, on l'a vu ces derniers matchs, techniquement, c'est pas d'un très grand niveau. Il prend quasiment tout le temps les mauvaises décisions. Il donne pas le ballon quand il faut le donner. On voit quand même que le joueur a des lacunes, mais s'il jouait quand même à 30 ans à Crotone, c'est qu'il y avait une raison. Et malheureusement, Maldini, depuis que Messias peut jouer, ne joue plus du tout. Alors je dis pas que Maldini sera un grand joueur, hein, mais je pense qu'il pourra pas faire pire que ce que fait actuellement le Brésilien. Au moins on peut peut-être se donner une chance de le voir, c'est ça le problème, c'est que là Maldini il a marqué son but, il a été mauvais je crois sur une mi-temps qu'il a joué juste après, puis ensuite il a dû rentrer je crois pour 10 minutes, un truc comme ça, je sais plus quand, il y a pas très longtemps d'ailleurs. Contre Liverpool quand tout était clos. Oui, alors c'était pas la meilleure condition voilà. Effectivement, mais ouais mais c'est dramatique, alors on le verra peut-être en Coupe d'Italie, mais je trouve ça dommage, voilà. Je sais plus si t'as fini ton top Nico, parce que t'as cité tellement de joueurs. Pas du tout. Ah non, mais ça c'est que la 3ème place, c'est pour expliquer pourquoi je mets la dirigeance. Parce que je vais pas en vouloir à ces joueurs qui au final n'ont pas le niveau et sont censés être des remplaçants. Parce qu'au final, la dirigeance, le seul joueur qu'ils ont fait qui est correct, c'est Maldini, c'est Mike Maignan, parce que Tomori et Diaz étaient déjà là avant.
Donc, ils ont fait que lever des options d'achat. Donc, il n'y a que Maignan qui a été une véritable recrue. Après, je vais faire vite pour le suite. En 2, moi, je mets Caissier. Parce qu'un joueur qui réclame 10 millions d'euros net par an, au bout d'un moment, il faut le juger comme un gars qui demande ça. Donc, ça veut dire plus gros salaire du club. Moi, j'ai encore le match contre l'Atlético où réellement, je pense que la campagne de Ligue des Champions, elle peut aussi changer si peut-être tu le gagnes ce match. Et que dans ces cas-là, tu joues peut-être pas avec la peur au ventre contre Porto. Je veux dire, il nous a tué le match contre l'Atlético. Contre Liverpool, il était passé complètement. C'était pas le seul, j'ai toujours dit, mais il était passé complètement à l'as. Le derby, la boulette qu'il fait au bout de moins de 10 minutes avec Çalhanoğlu, quand même, qui coûte pareil de commencer le match en perdant 1-0. Et moi, je suis désolé, ce joueur-là, aujourd'hui, c'est plus un titulaire indiscutable, ne serait-ce que par son niveau. Alors, c'est pas dramatique, mais c'est pas exceptionnel non plus. Et quand on demande 10 millions d'euros net par an, au bout d'un moment, il faut aussi te juger comme le salaire que tu demandes. Et en numéro 1, je mets Saleh-Makers, qui pour moi, statistiquement, ne montre rien, à part contre Empoli, je crois qu'il a quand même fait une passe décisive. Et c'est un joueur que je me rends compte qui apporte réellement quelque chose quand il rentre un dernier quart d'heure quand c'est compliqué. Ou pareil, quand le niveau de l'équipe est très très bas de l'équipe adverse, face au promu, il a fait de très bons matchs. Ou face à des équipes des 5 dernières places du championnat, il a fait de très bons matchs. Peut-être que s'il arrive à sortir son épingle du jeu dans des matchs comme ça, c'est peut-être parce qu'il est peut-être à son niveau, malheureusement. Bien, merci Nico, comme toujours c'était très complet. Messieurs, on passe à la dernière partie. Qu'attendre de cette saison? Devons-nous viser la seule qualification en Ligue des Champions ou espérez-vous davantage? Et surtout, croyez-vous cette équipe capable de faire mieux? Avec quel renfort au mercato d'hiver également? Et d'ailleurs, peut-être que Feli pourrait commencer, parce que c'est souvent le spécialiste du mercato, donc peut-être a-t-il des pistes auxquelles nous pourrions réagir. Feli, c'est parti. Alors pour ce mercato, la priorité semble être un défenseur central. On parle beaucoup de Botman, le défenseur de Lille, évidemment, on va faire jouer nos connexions avec Lille. On parle de lui, on parle de Bremer, le jeune défenseur brésilien du Torino. Après, ça m'étonnerait personnellement que ces joueurs partent durant le mois de janvier, puisque c'est des joueurs qui sont titulaires et cadres de leur équipe respective. Et puis surtout, ça m'étonnerait qu'on lâche encore une très grosse somme pour recruter un défenseur central après qu'on a dépensé 28 millions pour Tomori. Et ça voudrait dire que Romagnoli repasserait sur le banc? Je ne sais pas quelle serait après la position de Romagnoli, ça dépend quel joueur on recrutera. Personnellement, je ne pense pas qu'on recrutera un gros joueur dès ce mercato-là. À mon avis, ça sera plutôt l'objectif sera plutôt d'essayer de trouver un défenseur à la Kier. Un petit coup comme ça, assez surprenant, avec un défenseur qui pourrait venir s'insérer dans cette rotation-là. Et pourquoi pas prendre la place de titulaire de Romagnoli ou de Tomori. Enfin, voilà, s'installer dans cette défense-là. C'est pour l'instant la priorité. Maldini avait dit qu'il ne voulait recruter personne avant la blessure de Kier. Et personnellement, connaissant un petit peu comment le fonctionnement du fonds Elliott et de Gazidis et de la direction générale, mais je le crois, moi je suis persuadé qu'on va recruter personne à part un défenseur central, même si pour moi évidemment il faudrait faire plus. Alors si jamais il se peut que Castillejo trouve preneur, on trouve preneur pour Castillejo, il est possible qu'on recrute un joueur offensif, mais enfin bon, j'y crois pas trop. On parle évidemment de Romain Fèvre, qui devait déjà signé pour nous l'été dernier, mais qui finalement ça ne s'est pas fait. Voilà, c'est le joueur dont on entend plus parler. Après, ça fait un moment qu'on n'a plus trop de rumeurs devant. À voir également si on va pallier le départ de Kessié et de Benasser pour la Coupe d'Afrique, mais a priori, pareil, ce ne sera pas fait. Donc on restera avec notre Tonali, Bakayoko et Krunic au milieu de terrain pour ce mois de janvier. Donc pour moi, ce que j'attends du mercato d'hiver, c'est, si je dois rester réaliste, ce serait juste un défenseur central. Maintenant, si on veut vraiment conserver notre place dans le top 4, il faudrait au moins un joueur offensif. Et alors là, mais j'y crois pas du tout, si on vise le Scudetto, il faudrait, en plus d'un joueur offensif et d'un défenseur central, un milieu de terrain pour pallier au départ de Kessié et de Benasser, et un buteur aussi, parce qu'au bout d'un moment, entre nos 3 buteurs qui sont constamment à l'infirmerie, il faudrait commencer à aller sérieusement s'intéresser à un buteur qui puisse s'installer sur le long terme avec nous, quoi. Mais malheureusement, je n'y crois pas. Comme je vous ai dit, à mon avis, on n'aura qu'un défenseur central. La Coupe d'Italie n'est pas un objectif? La Coupe d'Italie, je ne sais pas, en vrai, j'ai pas encore particulièrement pensé, mais je pense pas que ça pèse particulièrement sur la décision du club, en tout cas. D'accord.
Aristide. Bah, si ça tenait qu'à moi, je dirais Romain Fèvre et rapatrier Pobega cet hiver. Après, d'après ce que j'ai pu lire, c'est impossible de le rapatrier cet hiver et du coup on attendra cet été. Donc voilà, ça me paraît compliqué. J'ai vu effectivement la rumeur Botman, je la trouve assez surprenante parce que pour moi, le poste de défenseur central, malgré la blessure de Kier, n'est pas une priorité. Dans le sens où je pense que déjà, bon, on a une compétition en moins, faut pas l'oublier, que là il n'y a plus de compétition européenne. Il y a effectivement la Coppa Italia, mais bon, je pense pas qu'on la joue. Enfin qu'on la joue sérieusement, disons. Priorité au championnat, donc il nous reste vraiment qu'une seule compétition. Je pense que Tomori, Romagnoli feront clairement l'affaire. Kaloulou peut aussi être recentré dans l'axe comme il l'a été plusieurs fois, donc je pense surtout que Florenzi est aussi à droite, donc je pense qu'on est. Je dis pas qu'on est complet à ce poste-là, mais je pense que la priorité, effectivement, c'est plus un MO ou un ailier en titulaire, voire remplaçant, pour soulager ou concurrencer Diaz et ou Selmakers. Et là, Romain Fèvre, pour moi, a le poste parfait, parce qu'il est jeune, il fait un très bon début de saison avec Brest, il a fait ici l'année dernière, enfin cet été plutôt, mais voilà, cela ne s'est pas fait, parce que le président n'avait pas aimé son comportement suite aux rumeurs avec le Milan. Mais il peut jouer aux deux postes, il joue MO comme ailier droit, il fait un très bon saison avec Brest, il a 22-23 ans. Pour moi, ça me paraît être le profil vraiment qu'Eliott prône, quoi. Après, voilà, j'aimerais bien aussi, effectivement, avec la CAN et les départs de Kessié, Benacer, etc., un autre milieu. Et je pense que pour Pobega, si on avait pu le rapatrier en hiver, ça aurait été extraordinaire. Mais pour moi, la priorité, effectivement, c'est un milieu de terrain, parce qu'on va pas pouvoir s'en sortir avec Bakayoko, on l'a bien vu en ce début de saison, et un milieu offensif, un ailier comme Romain Fèvre. Et allez, si j'étais vraiment gourmand, puisque Pellegrini ne sert pas à grand chose, comme on l'a déjà dit, et j'en reviens j'en reviens un peu à ce que je dis sur les Italiens depuis depuis une dizaine d'années au Milan, c'est-à-dire, oui, Colombo, mais c'est-à-dire qu'on on a tendance à recruter, le peu d'Italiens qu'on recrute, malheureusement, on recrute pas les bons, coucou Florenzi, coucou Pellegrini, mais moi, l'Italien que j'aimerais bien en pointe, si on devait recruter en pointe un mercato, parce qu'on se rend compte que Ibra et Giroud font pas vraiment l'affaire, sont souvent blessés, et Pellegrini sera toujours blessé, ce serait, j'oublie pas, Belotti, je n'oublie pas Belotti, que c'est un joueur que j'adore depuis longtemps. Pour moi, c'est un joueur qui s'est un peu enlisé au Torino. Il vaut bien mieux que ce qu'il montre depuis 2 ans. Et en sélection. Qu'est-ce qu'il est énervant. Oui, Scamacca, comme le souffle Nico. Oui, alors j'allais en parler, mais c'est un autre coup. Pour moi, Scamacca, j'adorerais, mais pour moi, ça y est, cette saison, il fait ses matchs, c'est 20-30 millions. Je préfère un Belotti qui est quasiment gratuit ou presque, qu'un Scamacca qui doit avoir plusieurs équipes sur lui, qui pour moi, presque inaccessible aujourd'hui. Alors, réaction de Feli. Oui, petite réaction concernant le milieu de terrain. En fait, on est un petit peu dans la panade parce que on a deux joueurs qui sont en prêt, qui sont Yacine Adli, qui est milieu offensif de Bordeaux, qui fait aussi une très bonne saison, et Tommaso Pobega, qui est au Torino et qui fait également une bonne saison. Le problème, c'est que si on recrute des milieux de terrain, eh ben, on va arriver en été en étant un peu bouché. Et c'est ça qui fait aussi que je pense qu'on va recruter aucun joueur offensif cet hiver. C'est-à-dire que si on recrute un milieu de terrain maintenant, on va se retrouver avec des milieux en trop durant l'été à ne pas savoir quoi en faire. Et c'est ça qui nous met aussi dans cette situation un peu inconfortable. C'est-à-dire que là, si on recrute un 10, on va avoir Brahim Diaz, le 10 qu'on va recruter, et Adli qui va arriver là en été. Donc, et pareil, pour le milieu de terrain, on recrute un milieu de terrain, on va en avoir un en trop l'été. Donc maintenant, je ne sais pas ce qu'on va faire avec Yacine Adli ou Pobega. Ça se trouve, ils vont faire qu'une passerelle et qu'ils vont repartir directement. Mais je ne crois pas. Je pense que on parle pas de malheur. Pobega attend depuis suffisamment longtemps. Il est suffisamment bon. Maintenant, il est temps qu'il joue. Je pense que le club compte à la fois sur Pobega et aussi sur Yacine Adli. Donc, je pense qu'ils ne recruteront pas de milieu de terrain. Et il n'y a aucune possibilité, selon moi, de les voir arriver plus tôt, puisque le Torino n'a aucun intérêt à casser son contrat de prêt, puisque Pobega est titulaire indiscutable, est une pièce angulaire du club de Juric, tandis que Yacine Adli est le meilleur joueur offensif des Girondins de Bordeaux. Et pareil, à moins que Bordeaux nous fasse payer une somme supplémentaire, je ne vois pas comment ce joueur-là pourrait venir plus tôt. Donc c'est vrai que ça nous donne dans une situation assez inconfortable qui fait que on ne peut pas vraiment recruter de joueurs. Alors oui, on verra pour l'ailier droit. Fèvre, ce serait vraiment parfait parce qu'en plus de pouvoir jouer ailier droit, il peut aussi dépanner en tant que meneur de jeu. Donc ça pourrait être intéressant de prendre Romain Fèvre. À voir, mais comme j'ai dit, je n'y crois pas. Et je voulais juste aussi réagir sur Belotti. Oui, Belotti, il est blessé depuis le début de la saison quasiment. Il a fait quelques petits matchs, mais il a rechuté.
Et donc, ça me paraît compliqué également pour l'Italien. C'est dommage parce qu'avant ces enchaînements de blessures, ça me paraissait aussi être un choix très judicieux, notamment d'un point de vue économique, parce que c'est un joueur qui est quasiment gratuit, comme l'a dit Aristide, mais aussi d'un point de vue sportif, puisque c'était un joueur très solide de Serie A jusqu'à peu. Mais c'est vrai que depuis quelques temps maintenant, il enchaîne les blessures et là, il ne devrait pas revenir avant le mois de février. Donc, ça me paraît également compromis pour l'Italien. Puis alors si on enchaîne les blessures avant de venir au Milan, on imagine ce qui peut se passer pendant. Donc on va essayer d'éviter. Voyons quels sont les souhaits et les ambitions de Nico. Ben, juste pour rebondir sur Adli, apparemment, Pobega, c'est impossible car le Torino est très content de Pobega, donc eux, ils veulent le garder. Hein. Il y aura aucun... Au contraire, il faut même le maximum pour essayer de pouvoir le garder définitivement, Pobega. Concernant Adli, j'ai vu comme information que ça pourrait se faire dès le mois de janvier, car le Bordeaux, apparemment, aurait des gros soucis d'argent. De toute façon, ils avaient déjà des soucis avant que l'ancien président de Lille rachète les Girondins. Il y aurait de très gros problèmes d'argent, donc ils pourraient peut-être se séparer d'Adli dès le mois de janvier pour pouvoir toucher la somme qui est prévue à la fin de l'année, l'avoir déjà en avance. Tellement les soucis sont importants à Bordeaux et Milan chercherait un milieu, donc comme ça ils auraient déjà leur milieu, ça leur coûterait pas bien cher vu que déjà le deal est déjà tout préparé. Mais c'est la seule information que j'ai vue dans les news un peu sérieuses à Milan. Sinon après j'ai vu les mêmes noms que m'ont cité mes deux comparses. Pour Donc, atteindre je quel peux pas objectif, dire. Nico? Alors du coup, pour juste la qualification en Ligue des Champions ou vises-tu autre Ah, de chose? toute façon, moi j'y ai cru, j'ai eu une enflammade, je crois que je l'avais dit lors d'une émission où, Oui, pour oui, la je m'en Champions souviens. League, j'ai eu une enflammade, bon voilà, je suis redescendu aussi vite que je suis monté. On va repartir sur l'objectif principal, les 4 premières places. L'Inter affiche un niveau de jeu et en fait un effectif vraiment beaucoup plus important que le nôtre quand on regarde. Je vois pas comment en fait ce titre peut échapper à l'Inter réellement. On a l'impression que la machine elle est lancée. Alors peut-être que s'ils mangent trop pour les fêtes de Noël, peut-être qu'ils vont avoir du mal à repartir. Faut espérer ça, parce que là vraiment eux ils sont arrêtés en plein élan. Il faut verrouiller ces 4 premières places. On n'a plus qu'une compétition à jouer. Je pense qu'avec le retour des blessés, ça devrait quand même. J'espère qu'on a mangé notre pain noir, comme on dit. Voilà, on va plus avoir 10 blessés par match. On va avoir un mois de janvier qui va être, comme l'a dit Feli, très difficile, je pense, avec ne serait-ce que Tonali, Bakayoko et Krunic, avec les matchs qui s'annoncent, parce qu'en plus, on va pas affronter le Genoa et Empoli quoi, dans ces matchs-là. C'est les gros du championnat. Je regarde les autres, franchement, la Juve, j'arrive pas à les voir dans les 4 premiers, sauf avec un grand réveil, ou peut-être que ces clubs-là vont investir beaucoup, mais avec le Covid qui a fait de gros dégâts dans les finances des clubs, j'ai du mal à voir aussi des clubs casser leur tirelire. Bah Chiesa va peut-être Le revenir de Nap blessure, ça risque de les aider devant déjà. Oui, c'est vrai, il y a le Napoli qui aussi va perdre Koulibaly, et Anguissa et Osimhen quand même pour la CAN. Donc l'Atalanta a toujours le même effectif aussi, un effectif assez réduit quand même. Hein, je veux dire, et va jouer l'Europa League, qui vont jouer sérieusement, ils ont l'habitude de la jouer sérieusement. On a une petite avance sur la Roma et la Lazio. Donc je vais pas dire qu'on a quand même un petit confort. Faut pas faire les cons. Je pense qu'il y aura une ou deux recrues pas chères, ça c'est sûr, qui vont venir à Milan, mais si elles sont pas chères, c'est qu'à mon avis, ça va pas nous permettre de faire un saut en termes de niveau. Il faut passer le mois de janvier. Si on passe le mois de janvier sans perdre trop de points, bah après on aura affronté toutes les plus grosses équipes du championnat. Donc après avec une seule compétition, parce que on a le 8e de finale de Coupe d'Italie contre le Genoa à la maison. Le Genoa qui a d'autres problèmes actuellement, qui sont surtout de se sauver. Donc je pense qu'on va affronter l'équipe D du Genoa. Donc oui, on a les moyens de même jouer la Coupe d'Italie, puisque la Coupe d'Italie, après les quarts de finale, ça commence à partir de février. Et en quart de finale, c'est la Lazio ou Udine. Donc pareil, encore à San Siro, en sachant que c'est qu'un match. Donc on a les moyens de pouvoir espérer jouer un petit peu quand même, essayer d'aller chercher un titre. Parce que si le but, c'est que de verrouiller les 4 premières places, dans ces cas-là, les 5 prochains mois, je pense quand même que si on a Ibra qui n'est pas trop blessé et que tu récupères Leao et Rebic sur une demi-saison, ça doit passer quand même. Hein. Et à moins quand même d'un Côte d'Ivoire-Algérie en finale de la CAN, ce qui serait vraiment pas de bol pour nous, Il on va encore pourrait se peut-être passer des aussi trucs sur les Champs-Élysées. Bon, c'est un autre débat, vas-y enchaîne. on aurait le temps quand même de récupérer quand même nos joueurs s'ils vont pas au bout. On va peut-être en récupérer au moins un des deux. Ils vont peut-être pas aller au bout de la CAN. Et est-ce que la CAN aura lieu aussi, parce que la FIFA fait pression pour que la CAN soit annulée. Enfin, il y a encore un monde. Et je pense que Gabia peut quand même rendre, comme l'a dit, je crois que c'est Aristide, Gabia comme Kalulu, ils peuvent rendre service en tant que troisième défenseur. Tomori a quand même l'impression d'être un garçon assez solide derrière. Comme Romagnoli, à raison d'un match par semaine, on va quand même espérer quand même que ça se passe sans encombre.
Très bien, nous passons au mot de la fin de Feli. Petit mot de la fin pour parler du mercato qui est passé, du mercato qui va venir. Encore une fois, juste pour évoquer. Souvent, nos mercatos de janvier, depuis que Maldini est là, sont bons. Hein. On se rappelle le dernier qui nous a fait ramener Tomori et celui d'avant qui nous avait ramené Kier et Ibrahimovic. Donc souvent, ce sont des mercatos assez décisifs pour nous. J'espère que ce sera le cas, même si je n'y crois pas trop. Mais juste pour dire que ça a intérêt d'être mieux que le dernier mercato. Alors paradoxalement, lors du dernier mercato, on a amené 3 joueurs qui sont dans mon top de cette année, hein, puisque officiellement Tomori, Maignan et Tonali ont signé pour nous lors de ce mercato-là. Et en même temps, on pouvait faire tellement mieux. Et c'est là que vient cette frustration-là, parce que finalement, on arrive en Ligue des Champions pour la première fois depuis 10 ans. On voit qu'il nous manque un numéro 10, on voit qu'il nous manque un ailier droit. Et on promeut Krunic en 10 et on recrute personne en ailier droit. Enfin, si, on recrute Messias, joueur qui n'a jamais joué au parc à Crotone. On a vu pourquoi. Politano est remplaçant à Naples. Hein. Politano, franchement, ça aurait pas eu la gueule. Hein. Pareil, c'est un joueur bon moyen, mais je pense qu'avec l'ambition qu'on aurait dû avoir de revenir en Ligue des Champions, on aurait dû recruter un vrai joueur. Et c'est ça qui nous manque. Et pareil pour Ballo-Touré, qui est un joueur vraiment à peine du niveau sportif. Hein, je l'ai dit la dernière fois, mais pour moi, il est titulaire dans aucune des 20 équipes de Serie A. Et quand on s'intéresse un peu plus près à ces transferts-là, on voit que c'est des transferts qui sont liés non pas au manque de ressources économiques, mais au manque de créativité, pallié par des connexions. Quand on regarde l'agent de Messias, c'est le même agent que plein de joueurs qui sont transités par la Roma dans les années où Massara était directeur sportif là-bas. Je pense à Iago Falque ou ce genre de joueurs-là, ce genre de joueurs moyens qui ont transité par la Roma. Et Macias, c'est le même agent. Donc je pense que ce qu'il a fait, Massara, c'est qu'il a appelé un agent qu'il connaissait. Il a dit trouve-moi un ailier droit pour quasiment rien. Et il lui a trouvé Messias. Ballo-Touré, c'est un joueur qui a transité par Lille, par Monaco, ancien club de Moncada, qui est notre directeur des scouting. Et pareil, je pense qu'ils ne savaient pas qui prendre. Ils ont appelé un agent. Ils ont fait bidouiller ce deal-là rapidement pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas l'argent qui fait un bon mercato. On peut trouver des bons joueurs pour pas grand-chose. Un Ballo-Touré, je pense pour 5 millions, je pense qu'il a coûté 5 millions, quelque chose comme ça, on aurait pu trouver, mais je pense, une cinquantaine de meilleurs joueurs. Et je ne me trompe pas en disant ça. Messias, pareil, on l'a quand même payé. Alors oui, il y a une option d'achat à 7-8 millions, mais on l'a payé 3 millions déjà pour l'avoir. Et même pour 3 millions, je pense qu'on aurait pu viser quelque chose de plus ambitieux, alors peut-être que de plus risqué, certes, de plus jeune, mais que Messias. Et je pense notamment, moi j'en parle souvent, mais Philippe Anderson, moi j'en ai parlé depuis dès la semaine dernière, je voyais qu'il végétait à West Ham, et je me suis dit, mais ce jour-là, je suis sûr qu'il va revenir pour quasiment rien en Serie A, et je ne me suis pas trompé, il est revenu gratuitement, juste avec un pourcentage à la revente, à la Lazio. Et Philippe Anderson, c'est quand même 3 fois le joueur qui est Messias. Donc voilà, c'est juste que j'espère que le prochain mercato saura être plus créatif, et que ce ne sont pas les sous qui font le bon mercato. Nico. Juste pour rebondir à ce que vient de dire pour son mot de la fin, il a tout dit. De toute façon, les agents, c'est aussi le mal de ce foot. Parce que quand il parle du transfert de Messias, moi, le prix pour ce joueur m'avait déjà choqué lorsqu'on l'avait annoncé. C'est pour ça qu'au début, je pensais qu'il avait 20 ans. Quand j'ai vu qu'il avait 30 ans, ça m'avait un peu surpris. Un joueur en Série B, qui a fait une saison en Série B, à 30 ans, qui vaut 3 millions à l'option d'achat, 3 millions à l'option d'achat, plus 7 ou 8 millions, en gros, c'est quasiment une obligation, parce que quand tu as dépensé 3 millions, ça ressemble à du détournement d'argent, d'une certaine. Enfin, où il y a des gens qui se gavent, en tout cas, qui prennent de l'argent. Parce que quand tu vois le niveau du joueur, tu te dis, mais Milan, ils ont vraiment payé autant d'argent pour un joueur de ce niveau-là. Mais c'est comme quand Mendes a des clubs et place ses joueurs. C'est comme quand il y a des clubs. Raiola fait pareil aussi. Dans certains endroits, les agents font la pluie et le beau temps. Et quand ils sont bien avec les dirigeants, certainement, certains se graissent la patte. Mais est-ce que c'est pire que c'était mon mot de la fin, que la VAR dans le foot? Parce que, franchement, ce but contre le Napoli, je l'ai su dans le bus quand je rentrais au stade chez moi. Pour quelle raison le but avait été annulé? Parce qu'au stade, on l'avait pas compris du tout, pour quelle raison il avait été annulé. On savait qu'il y avait un hors-jeu. On n'imaginait pas que ça pouvait être ce hors-jeu-là de Giroud par terre. Il est temps que la VAR dans le foot, il fasse quelque chose pour l'arrêter. Platini était contre, quand même. Il avait fait le maximum. Je suis d'accord avec toi, mais Feli non. Et il y en a d'autres dans l'émission, je crois, qui sont pour la VAR. Mais effectivement, je partage à 100% ton point de vue. Pour moi, c'est une catastrophe, ce truc-là. Donc voilà, et pour finir, je souhaite de
pour mon mot de la fin, des joyeuses fêtes de Noël à tout le monde, voilà, en famille et avec vos proches. Et enfin, Aristippe. Juste sur la VAR, tu peux donner de toute façon le meilleur outil du monde à l'homme. S'il l'utilise comme une bille, ça en fera le pire outil, hein, ça y a pas de débat. Mais voilà, joyeuse fête à tous. Je vais un peu endosser le costume de Roland sur ce mot de la fin parce que moi voilà, je vois un peu négativement la seconde partie de saison qui arrive avec un mercato. J'ai émis mes souhaits pour le mercato tout à l'heure avec le retour de Pobega, Fèvre, Scamacca, Bellotti, etc. Mais j'avoue que j'ai pas dit que je pense que Maldini ne va pas faire grand chose à part peut-être un défenseur central et je suis très pessimiste sur le mercato à venir et du coup sur la demi-saison à venir parce que comme on l'avait dit lors de la dernière émission, on va quand même enchaîner la Roma, la Juve et l'Inter en même pas un mois. Sans oublier la CAN, donc je vous avoue que moi je suis plutôt pessimiste pour le reste de la saison et je commence à regarder la Juve notamment qui est derrière à 8 points. Non, messieurs, dans le commerce, il y a le label rouge, maintenant là, il y a le label noir, le label Roland. Hein, effectivement, c'est-à-dire tout voir en noir, broyer du noir, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne se refait pas. Moi, je vais vous remercier parce que ce fut comme toujours un grand plaisir. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël. Rendez-vous début janvier. Salut! Ciao! Ciao.